Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc. Nous sommes vendredi, c'est donc le premier bloc, le Before. Et quel Before, puisque ce soir commence la finale du championnat de Suisse, ce fameux derby roman entre Genève Servette et le HC Bienne. Et nous allons en parler avec trois chroniqueurs habituels. Bonsoir, Laurent Perroton. Bonsoir. Bonsoir, Christian Ponty. Bonsoir, Lucas. Et en direct d'Italie, je ne sais pas d'où exactement. Bonsoir, Pat Lefebvre. Buonasera, Vous êtes où? a Milan. À Milano. Amici di Ok. Milano. Alors, messieurs, c'est un grand jour hein, parce qu'on se retrouve avec une affiche inédite à ce niveau de la compétition. Évidemment que ça va prendre passablement de temps de cette émission, mais on va quand même garder nos rubriques habituelles. Laurent, vous aviez relevé d'autres choses peut-être encore avant de commencer à analyser la grande rencontre de la soirée, cette manche numéro 1? Non, bah on a comme d'habitude les casques d'or, casques de plomb. On a quelques brèves en news et puis évidemment c'est un grand format sur la finale qui va avoir lieu dans quelques minutes. On vous suivra vraiment à la baguette tout à l'heure, puisque vous êtes le patron de cette émission, on va quand même le dire, hein, on est obligé de le dire. Oh, Oui, je suis pas. il y a celui qui dit bonjour et qui passe les plats, et puis il y a le patron, et le patron, il Oui, est là. mais Le foot, alors je rectifie tout de suite parce que je suis même pas le patron à la maison, donc je suis le patron de nulle part. salutations à madame. Alors, deux assistants aujourd'hui, on va dire ça comme ça, Christian Ponty. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Lucas. Allez, Bonsoir tout le comme monde. d'habitude, quelques petites nouvelles comme ça en passant. Oui, ouais, ouais. Bah, écoutez, nous, on commence la finale, mais c'est toujours un petit peu les joies du décalage, c'est-à-dire que la NHL, c'est plus ou moins officiel maintenant avec tous les participants et surtout les non-participants pour les playoffs. Donc, nous, en tant que Suisse, bon, déjà, on va quand même relater ce que Philippe t'a dit l'autre jour, c'est-à-dire que première fois qu'en NHL depuis très 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 longtemps, on n'aura pas Ovechkin ni Sidney Crosby, donc c'est quand même pas rien. Et puis ça va quand même un petit peu dans le sens de, évidemment, c'est toujours lié avec le reste des équipes, mais quand même, il y a une sorte de fin de cycle, fin de génération. Hein, je pense que c'est plus ou moins inéluctable. Et puis surtout maintenant, au côté suisse, euh, bon, déjà, pour répondre à ce qu'on discutait lors du dernier premier bloc avec Laurent, euh, Akira Schmidt est rentré pour 22 minutes lors du dernier match, mais pour info, il disputait son 18e match de NHL. Il les a pas joués tous en entier, mais je pense que c'est bien plus qu'un backup. Donc, à mon avis, ça va être très compliqué pour le voir en équipe de Suisse. J'y crois pas trop. Par contre, Nico Hischier est passé à 80 points, donc ça veut dire en gros un point par match. Donc, c'est pas mon ami Pat Lefebvre qui va me dire que c'est rien du tout. Et surtout, on se dirige, c'est officiel. Le premier tour de playoff pour les New Jersey, ça sera contre les Rangers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que New Jersey a une équipe talentueuse, mais très jeune. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça voudra dire en playoff. Et je pense que les Rangers, ils ont beaucoup moins à perdre que les New Jersey. Pourquoi je dis ça? Parce que suivant comment, s'ils perdent le premier tour, on se retrouve avec 4 Suisses qui peuvent embarquer avec les mondiaux. C'est pas ce que je leur souhaite, mais c'est un truc qui est potentiellement plausible. Donc, on verra, à suivre. C'est pas ce que je leur souhaite évidemment, mais en tout cas, l'équipe de Suisse pourrait devenir les entre guillemets, lucky losers d'une éventuelle élimination de New Jersey. C'est pas ce que je leur souhaite encore une fois, mais voilà. Jouer contre les Rangers, à mon avis, ça a tout du match piège. Patrice, tu me donneras ton avis là-dessus. Et puis dernière chose, Malgin, 13e but. Donc, ça veut dire qu'il est gentiment en train de trouver ses marques du côté de Colorado, ce qui n'était pas du tout évident. Je pense qu'il n'était pas à la bonne place à Toronto. Et pour Philippe, euh, la Suisse qui a battu le Japon 5-1 Ouais, et qui va on se va en parler. retrouver avec 2 victoires en demi-finale, On va en dont parler. contre le Canada. Ouais, ouais. Donc, on verra ce que ça donne pour éventuellement une médaille de troisième place. Patrice Lefebvre, vous avez des commentaires à apporter, par exemple, sur ce que vient de dire Christo au niveau de la National Hockey League? Ben, absolument. Moi, je crois que 16 saisons de suite pour les Pittsburgh Penguins, si je peux faire une remarque personnelle, mais ça l'a sorti aussi dans les journaux ici en Amérique.
dernièrement. Depuis que Ron Hextall a pris les rênes de Pittsburgh, c'est l'enfer. Les transactions qu'il a fait, les choses qu'il a fait. Déjà qu'il arrive de Philadelphie où ça n'a vraiment pas été bien pour lui. Il a amené son bagage négatif pour moi. Et puis c'est un reflet. On dit toujours que le bas reflet du haut. Et puis pour moi, c'est exactement ce qui s'est produit cette année avec les Penguins de Pittsburgh. Il y a comme quoi on peut être un très grand gardien dans l'histoire, mais on n'est pas forcément un très bon dirigeant. Laurent Perroton, puisqu'on a aussi un petit peu abordé ce problème de l'équipe de Suisse avec ses joueurs de NHL, on avait parlé qu'on ferait prochainement le point. Vous voyez les choses comment, vous? Ouais, bah moi je pense que déjà on va attendre du sélectionneur, on va attendre la fin de cette série pour vraiment voir la sélection qu'il va apporter. On avait une quarantaine de joueurs, mais dans les 40 joueurs qui évoluaient exclusivement en Suisse, il y a beaucoup de joueurs qui ont des championnats du monde, mais qui ont fait une saison très très moyenne. Donc ça va être moi je pense que sa construction d'équipe va être sur les NHLers et sur les profils des NHLers. Un Yosi, comme on l'a dit auparavant, c'est 30 minutes. Donc, est-ce que vous avez besoin, avec un Moser, de défenseurs offensifs? Non, je ne pense pas. Il va falloir plutôt avoir des défenseurs qui jouent défensif et puis qui jouent dur. Donc, ça va jouer en fonction de cela. On sait que l'équipe de Suisse n'est pas une nation comme la Finlande ou la Suède, où ils ont un réservoir tellement énorme. On se rappelle qu'il y a quelques années, la Finlande avait été championne du monde avec l'équipe C. Hein. Donc, c'est pour vous dire le potentiel. Donc là, on n'en est pas encore là, mais ça va être très, très intéressant. Et puis, évidemment, on est obligé d'attendre cette série folle entre Genève et Bienne parce qu'il peut y avoir des grosses blessures. Hein. Ça va jouer dur. Hein. Donc là, je crois que pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer. Il faut attendre une dizaine de jours. Bien, ben, en tout cas, oui, Christian. Moi, j'aurais juste voulu l'avis de Pat sur la série New York Rangers contre les Devils. Non, tu as raison. Je pense que New Jersey, c'est une équipe jeune qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ont une saison formidable pour eux, qui n'était pas attendue. Rangers sont allés chercher Patrick Kane quand même. Je pense que les Rangers sont prêts pour aller de l'avant dans les playoffs. Ça va être, je pense, expérience contre jeunesse, beaucoup de talent des deux côtés. Ça devrait être une série assez explosive, disons. Donc, c'est un derby à 20 km. Ouais, c'est un derby à 20 km et puis ça devrait être une série excitante à regarder. Mais comme on dit souvent, des fois, comme a dit mon ami Louis Matt à la défaite au chaud de fond contre Ajoie, mais il faut des fois perdre pour savoir gagner. Et surtout que c'est tous des jeunes joueurs à New Jersey. Et je ne le souhaite pas de perdre, mais moi, je Ouais, vois un avantage de l'expérience du côté des Rangers. ouais. Bon, c'est vrai que ce serait une série intéressante. Il reste en fait un tour complet maintenant à jouer hein, au niveau de la Ligue nationale et ensuite on saura exactement quelles sont les oppositions. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Non, mais ça, c'est sûr. promettent C'est sûr. énormément. Ouais. Voilà, alors messieurs, on va commencer avec notre rubrique habituelle. On va commencer avec Laurent Perroton et avec son casque d'or. Si Ouais, vous êtes alors mon d'accord. casque d'or, bah, honneur aux deux finalistes, hein. Mais je voulais revenir sur certaines choses que j'ai pu voir et ça m'a vraiment plu en tant que passionné de hockey. Mais je voudrais commencer par le HCBN avec leurs vidéos sur les playoffs, avec énormément d'inside, d'émotion et de plaisir de jouer ensemble finalement. Ce qui est ressorti, c'est vivre ensemble en étant une véritable famille. Et avec les dirigeants, les entraîneurs, le staff, les petites mains du club. Donc, du coup, c'était vraiment très, très sympa à regarder. Et puis après, je voulais revenir aussi sur Genève Servette, qui remercie ses bénévoles avec un superbe reportage sur l'organisation et le déroulement des matchs pour le confort et le plaisir des spectateurs finalement. Une superbe initiative qui est rare à souligner dans le monde actuel. Donc voilà, c'est deux reportages que j'ai vus deux fois parce que ça m'a vraiment fait plaisir de les regarder. Et puis finalement, bah, ça met à l'honneur les deux clubs qui sont en finale pour cette saison 2023. Voilà, deux vidéos que l'on peut voir sur le site planethockey.com. Christian Bien Ponty. entendu. C'est ça. Christian Ponty. Ouais. Alors, moi, mon casque d'or, il revient à Robert Mayer. Mais en fait, c'est juste pour son parcours depuis les quarts et depuis les demi. Parce que Robert Mayer, pour moi, il est à un niveau
qu'on ne pensait pas qu'il était capable de livrer sur la durée de playoff. Il était capable de faire des bons matchs. Par contre, moi, je lui donne mon casque d'or pour une raison précise. C'est parce qu'il a prouvé que même à 33 ans, on pouvait changer. Et en fait, le fait qu'il ait changé et puis qu'il joue d'une manière plus sobre, tout en gardant ses qualités avec la CAN notamment, il a vraiment fait un saut énorme. Et puis, il a une confiance en lui que moi, j'avais jamais vu sur des séries éliminatoires. Et en plus, il insuffle. Moi, j'espère juste une seule chose, c'est qu'il continue à performer à la Giannoni jusqu'à la fin de ses playoffs. Et pour moi, ça mérite un casque d'or parce que c'est pour l'ensemble de son œuvre depuis le début des Bon, playoffs et il surtout faut par dire qu'il a rapport au été fait qu'il a changé. ouais, mais il a été un petit peu contraint et forcé de changer son style aussi, hein, de par les changements de Ouais, règlement, il faut le répéter. Hein. peut-être, c'est juste, mais n'empêche qu'il a changé quand même. Ouais, c'est vrai. Et à 33 ans, c'est pas facile. Ouais. Allez, on y va avec Pat Lefebvre. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de très positif ces dernières heures ou ces derniers jours? Ben, moi, mon Votre casque avis. d'or va. Oui, oui, mon casque d'or va à Gaétan Haas. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à son club formateur avec une mission en tête. Et puis, ce qui m'a donné confirmation, ben, c'est justement ce qu'a dit tantôt Lolo. Avec les vidéos qu'on voit, il s'est comporté vraiment en capitaine, en vraiment meneur. Et puis, c'est un reflet encore, un reflet de tes meneurs qui suit derrière. Et puis, chapeau. Et je suis très content pour Bien parce que j'ai joué là, j'ai gagné là. Ma première fille est née là. Alors, c'est sûr que j'ai un petit avantage, mais pour Bien. Mais du côté de Casque d'Or, absolument Gaétan Haas qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bien, de mon côté, mon casque d'or, bah, ça va pas. Oui, Christian Conti, pardon. Ouais, juste rajouter à ce que disait Pat, c'est qu'en plus, Guy Thomas, moi, un truc que j'adore, c'est que c'est quelqu'un qui aime rendre les autres meilleurs. Et j'ai fait cette remarque contre Zurich. Quand il est derrière les goals, il joue un peu à la Gretzky. C'est son bureau, quoi. Il est derrière, il distribue le jeu sur le pipi. Et on sent il aime faire des passes décisives. Et c'est assez rare quand même, ce genre de joueur. Ouais. Bien, je Merci, vais Christian. continuer. Oui? Non, c'est vrai que nous sommes rares, ce genre de joueurs qui aiment faire des passes. C'est vrai. Je dois quand même préciser, parce que vous le constatez, hein, dans le cadre de cette émission, parfois on a un petit peu de peine à se passer la parole. Donc vous l'avez compris, hein, évidemment, nous sommes cette fois-ci en enregistrement par les réseaux sociaux parce qu'il était compliqué de nous réunir les quatre au même endroit à la même heure. Et voilà, ça c'est les jours de playoff, c'est comme ça. Par contre, vendredi, on peut déjà le dire, peut-être Laurent Perroton, vendredi, on sera de nouveau du côté. Lundi, Lundi. lundi. J'ai dit quoi? Vendredi? Lundi, pardon. Ouais. Nous serons à nouveau à notre Bike and Coffee favori avec un invité? Oui, oui, Oui. bah, un invité, Entre Christian et Laurent, Christian, expliquez-moi ça. je vais Ouais, laisser la primeur à Christian. on a trouvé un des rares, voire peut-être le seul joueur qui a joué à Bienne et à Genève, qui est un ancien joueur et qui est un super gars en plus, c'est Joe Schliemann, qui Oui, viendra Laurent. nous rendre visite. Joey Schliemann, bon souvenir, hein? Oui, Laurent. bah, c'est des sacrés personnages. En plus, c'est ce que j'aime dans ce genre de personnes, c'est que dans la carrière sportive, ils ont performé, mais après, il est brillant, brillant dans sa carrière professionnelle. Donc, son après-carrière, et ça prouve aussi toute l'intelligence de l'homme qu'on va avoir lundi à notre émission. Ouais, Donc, c'est ça surtout le sera plus jeune voix des Biennois. lundi à Exactement, partir de exactement. 18h. Bon, décidément, je n'arrivais pas à placer mon casque d'or, hein. Vous voulez vraiment pas que je parle de Allez-y, celui-là? allez-y, allez-y, allez-y. Alors bon, après ce que j'ai dit lors de la dernière émission par rapport à la formule du championnat et qu'il était facile, entre guillemets, de se qualifier pour la ronde des médailles parce qu'il suffit de 2 victoires face au Japon pour arriver en demi-finale, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. L'équipe de Suisse qui avait d'abord battu le Japon difficilement 4-3, qui cette nuit a gagné 5-1. Résultat, l'équipe de Suisse avec 2 seules victoires pourra jouer contre le Canada en demi-finale ces prochaines heures. Alors, bon, évidemment, il y a la formule, mais en même temps, il faut quand même dire qu'elles ont assumé. Donc, moi, je vais leur donner mon casque d'or pour ça, parce que sur cette deuxième victoire contre le Japon, elles ont fait le job, elles ont bien travaillé. La seule petite réserve que j'ai, c'est que finalement, si on regarde la feuille de match, bon, on ne retrouve que le premier bloc, que la première ligne d'attaque. Et ça, c'est mon souci, et c'est peut-être finalement ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe de Suisse ne peut pas encore rivaliser avec
théoriquement les 4 autres formations qui la précèdent au classement mondial. Je ne sais pas quel est votre avis, messieurs. Moi, je crois que c'est surtout Patrice qui peut donner son avis parce qu'il lui, il a coaché et entraîné des ladies. Ouais, moi, j'ai fait une année là-bas à Lugano. Et exactement, si t'as pas de profondeur, surtout pour te confronter avec les quatre, comme tu as dit, les quatre tops, c'est difficilement atteignable. Alors, il faut vraiment. Je sais que M. Ducaro est une personne qui veut faire la promotion du hockey féminin et justement, alors, il faut vraiment commencer à aller avec les bas âges et puis à faire une promotion du hockey féminin un peu plus doré, disons, en Suisse. Mais on peut s'attendre. Alors, la question maintenant est de savoir si on peut accrocher le Canada. La réponse logique, c'est non. Et un score logique, vous serez d'accord avec moi, c'est plutôt du style 8-1, 8-2, 8-3 pour une bonne soirée offensive. Quand le Canada n'est pas trop à son affaire, comme ça a été le cas d'ailleurs contre la Suède, puisqu'ils n'ont gagné, elles n'ont gagné qu'en prolongation, on se dit que la Suisse peut peut-être toucher un petit moment au Canada du style 3-0, 3-1. Est-ce que l'exploit est possible, selon vous? Ouais, d'après moi, non. Pour, pour moi, la seule période où guillemets, c'était un peu possible, c'est du temps où il y avait une Florence Schelling qui était une gardienne extraordinaire, spécialement pour la Suisse. Mais après, le problème, c'est Brandy, elle que. était à 94% hein, cette nuit. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, la Suisse, pour faire des bons résultats contre ce genre d'équipe, en général, ton meilleur joueur ou ta meilleure joueuse, c'est la gardienne. Mais après, il faut voir le nombre de licenciés, il faut voir l'avance qu'ils ont. Ça, c'est le même gap que finalement, si on prend le hockey suisse qui jouait contre le Canada des années 80, hein. C'est exactement la même chose. Ouais. Et un jour, la Suisse a battu le Canada. Aux Jeux Olympiques, Ouais, c'est ça. on y était les deux. Bon, messieurs, voilà, ça c'était pour mon casque d'or. On va immédiatement enchaîner avec le casque de plomb. Je ne sais pas pourquoi Laurent Puroto, j'ai une petite idée sur ce que vous allez nous dire. Non, mais on va changer l'ordre pour une Est-ce qu'on fois. risque, Je vais ouais, passer en dernier. est-ce qu'on risque d'avoir le même? Ouais, Je mais passe... alors, je vous laisserai vous exprimer avant moi parce que j'imagine qu'on doit avoir le dernier, connaissant Non, non, votre intérêt pour pas la du tout, presse en pas du tout, général. Non? pas du tout, pas Ah du bon? tout. Bon, bah alors, on y va. Casque de Non. plomb pour Pat Lefebvre. Écoutez, moi, je pense que j'ai fait un commentaire tantôt. Pour moi, casse de plomb va à Ron Extall euh, pour toutes les choses qu'il a fait et pas fait à Pittsburgh et qui est un peu le reflet de pourquoi ils font pas les séries après avoir fait les séries pendant 16 saisons consécutives. Ouais, et puis, Pat, peut-être rajouter, peut-être le casse de plomb, il va aussi à ceux qui l'ont engagé. Parce que Ron À Extall, 100%, il a pas été exceptionnel à Philadelphie, franchement. 100% d'accord avec toi. Bien. On continue avec Christian Ponty. Ouais, alors moi, mon casque de plomb, il va pour tous ceux qui disaient que l'équipe de Bienne était une équipe de beau temps. Et pour tous ceux qui disaient que depuis 2 saisons, Bienne ne progressait plus depuis qu'ils avaient leur nouvelle patinoire. Et comme quoi, des fois, il faut avoir un peu d'humilité avant de dire les choses. On peut dire des choses, mais il y a la manière de dire les choses. Et j'ai pas aimé ça. Et maintenant, je vois beaucoup de gens qui font des mea culpa en rigolant nerveusement. Le jeu du pronostic, c'est quelque chose de très dur. Et c'est pas une science exacte et facile. Par contre, je pense que ce qui est important quand tu fais un pronostic, c'est de jamais y mettre le ton de l'évidence. Voilà. J'y vais en premier, Laurent, ou bien Allez-y, allez-y. bon. Honneur aux plus J'ai anciens. l'impression que je suis en train de vous enlever une épine du pied. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Non, non, non. moi, je me lance. Non, alors, je Voilà. dois vous avouer que je vais donner mon casque de plomb. Comment dire ça? Ah, je vais donner un nom. Massimo Lorenzi. Parce que je dois avouer que j'ai moyennement encore apprécié. Alors, vous me dites, je ne suis pas obligé de lire, évidemment, mais je veux dire, il y a de nouveau cette polémique qui a été lancée suite à un article de Grégory Beau dans l'Oblique sur le fait que le hockey suisse a quasiment disparu des écrans, que l'impact n'a plus beaucoup d'importance parce que depuis que le service public a perdu le hockey sur glace pour que ça passe dans le privé et sur les chaînes locales, le hockey a perdu beaucoup.
Oui et non, bien sûr. Lorsqu'il faut payer pour voir, c'est clair que les audiences, elles baissent. Cela dit, les audiences, et moi je peux vous le dire parce que j'ai été quand même dans le privé pendant longtemps, bien sûr, elles ne sont pas catastrophiques, mais elles ne sont pas non plus géniales, évidemment. Mais on ne peut pas reprocher au club d'avoir tenté l'expérience du privé. Mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est que finalement, eh bien, on retrouve de nouveau un Massimo Lorenzi qui joue un peu à la pleureuse sur les réseaux sociaux et qui dit, ah, si seulement le hockey était resté chez nous et tout et tout. Non, en fait, il faut être aussi beau joueur, il faut aussi être beau perdant. Et là, c'est vrai que le service public a perdu de son emprise sur les droits de télévision. Mais je voudrais aussi quand même rappeler que si aujourd'hui le service public récupère le hockey sur glace, puisque visiblement ils vont se remettre sur les rangs pour essayer de récupérer le hockey, eh bien moi je vous rappellerai quand même qu'à l'époque, il y avait du hockey, mais il n'y en avait pas des tonnes. Aujourd'hui, il faut être conscient que si le service public veut plus de hockey, c'est parce qu'il l'a perdu. Mais si aujourd'hui, il n'y avait pas les chaînes privées, aujourd'hui, on se contenterait encore d'un service minimal du service public pour le hockey sur glace. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc, je peux comprendre la déception de Massimo Morenzi, je peux comprendre la position des chaînes régionales, comme les Mans Bleus, par exemple, pour laquelle vous travaillez, Laurent Perroton. Bien sûr que c'est une belle affaire, surtout avec cette belle affiche. Maintenant, la SSR a perdu au moment de la négociation des droits et il faut savoir l'accepter et arrêter de se plaindre tout le temps. Voilà, ça c'est mon avis. Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus, mais j'avais envie de donner ce casque de plomb à ce niveau-là aujourd'hui. Ouais, ben, moi, Laurent, je vais rebondir sur votre casque de plomb. Moi, c'était un petit peu différent. C'était au traitement de certains journalistes et aux pseudo-journalistes, hein. Quand je dis pseudo-journalistes, il y a des sites internet, par exemple, qui reprennent beaucoup de choses sans citer les médias. Déjà, ça, c'est un réel problème qui me dérange parce que on oublie de mettre en avant le travail des autres, finalement. Et la deuxième chose, c'est que on rajoute des petites phrases sur des articles qu'on reprend qui ne sont pas dans les articles. Et donc là, pour moi, on traite l'information selon les avantages personnels, selon les amitiés ou les inimitiés. Où est la déontologie et le professionnalisme dans cette façon de travailler? Je m'explique. L'omission délibérée, la transformation des faits pour orienter les lecteurs, ça commence vraiment à me casser les bonbons. Quand, par exemple, je lis des articles et je lis en saison régulière, la chaîne genevoise, on parle de l'Aimant Bleu, avait organisé ses propres plateaux, ce n'est plus le cas désormais. Ça, c'est dissimuler la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas la finale parce qu'on ne peut pas avoir deux plateaux pour un seul match. Mais par contre, on a fait 12 matchs en play-off, plus 21 matchs en saison régulière, soit 33 matchs avec des plateaux. Donc déjà, si on compare avec le service public, les années où j'avais le plus de matchs en tant que consultant ou qu'on avait tous les matchs à partir des quarts, on faisait une moyenne de au maximum 20 matchs. D'accord? Ensuite, ce qui me dérange, c'est que on parle reste dorénavant à savoir si le téléspectateur lambda trouvera le chemin de le main bleu ou non. Ça, c'est aussi prendre les gens pour des imbéciles parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans. Ils sont tellement forts dans les multimédias et ils savent tout trouver à tout moment. Alors, pour aider les lambda ou regarder les Mans Bleus, Swisscom, c'est le canal 40, Sunrise UPC, c'est le canal 12, Salt, c'est le canal 10 et Net+, c'est le canal 10. Donc, ce n'est pas très, très compliqué à trouver. Ensuite, lorsque je lis que dans certains articles, il y a 823 300 téléspectateurs qui ont été réunis sur les chaînes locales et on ne fait aucune comparaison par région, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir les chiffres de l'Aimant Bleu par rapport à cette nouvelle année avec le hockey contre les chiffres de la RTS à l'époque, l'année dernière. C'est là qu'on peut avoir des comparaisons. Ce n'est pas en prenant les chiffres de toutes les télévisions, donc RSI, SSR et RTS cumulés, parce qu'on sait très bien que la SSR, par exemple, a beaucoup plus de téléspectateurs et notamment des romans. Donc voilà. Et après, quand je lis les articles, ce qui me dérange encore plus, c'est qu'on commence à dire que certaines personnes restent une seconde sur les télévisions locales et que ça compte pour une personne qui regarde. Mais c'est exactement le même décompte que si vous regardez sur la télévision publique. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et il faut arrêter d'orienter les gens en disant des fausses choses. La réalité, c'est que lorsque vous avez des nouveaux droits TV sur une nouvelle chaîne, ça prend un certain temps pour fidéliser les gens. Et on est au-delà de nos espérances à l'Aimant Bleu, par exemple, sur le nombre de vues
le nombre de téléspectateurs qui regardent les matchs. Donc, et en plus, on a la possibilité sur les télévisions locales d'avoir la possibilité de les regarder sur Internet, surtout avec la jeune génération qui regarde beaucoup les choses sur leur téléphone. Donc, tout ça lié fait qu'on a des excellents chiffres. Et moi, ce qui m'a dérangé hier sur tout ce que j'ai pu voir, outre ce que vous avez dit sur Massimo Lorenzi, c'est qu'il y a des gens qui essayent d'orienter en disant qu'on va sur la fausse piste. Et quand, à la fin, j'entends dans certains articles que la SSR veut revenir pour les droits TV, il y a des contrats de 5 ans signés. Ils vont revenir dans 5 ans, pas avant. Les contrats, ils sont signés. Donc on peut pas raconter tout et n'importe quoi. Voilà, c'était ça mon casque de plomb. Christian Ponty. Ouais, alors moi, juste pour revenir sur ce que Laurent a dit déjà au début, c'est vrai que moi, franchement, il y a des articles, j'ai lu, c'est quasiment du plagiat. Exactement. Tu changes 3 mots et moi, j'étais choqué aussi, franchement, par ça. Donc, c'est bien joli au bout d'un moment de vouloir faire 15 articles par jour, mais au bout d'un moment, si tu n'as pas le temps de les faire, ben, fais-les pas. Enfin, j'en sais rien. Et puis, l'autre chose, par rapport à Massimo Lorenzi, moi, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que maintenant, comme dit si bien Laurent, ils pleurent un peu parce qu'ils n'ont plus de droits. Mais moi, je me rappelle d'un truc, et je parle de la télévision suisse romande. Et il y avait la Spengler ou bien des fois les mondiaux. Euh, donc, tu avais la fin du match, coupure directe. Des fois, sur la tessinoise, tu avais encore un quart d'heure d'émission. Et la Suisse allemande, c'était pareil. Donc, ils étaient ultra minimalistes. Et maintenant, ils viennent chialer. Moi, ça me. Sérieusement, je trouve que c'était le service. Et je me rappelle très bien des gros matchs et tout. Je regardais encore sur la télévision suisse italienne. Un quart d'heure, 20 minutes après, ils étaient toujours à l'antenne. Des fois, sur la télévision suisse romande, je le dis, le match était fini. 2 secondes après, il y avait la pub et paf, on switchait. Donc, venir dire aujourd'hui qu'ils veulent récupérer les droits, ok, mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Encore une fois, je le répète et on va peut-être conclure là-dessus. Encore une fois, je pense que quand le privé est arrivé pour l'acquisition des droits du hockey sur glace, ça a été une bonne chose pour le hockey parce que ça a obligé justement la SSR à se remettre un petit peu en cause. Parce qu'aujourd'hui, si nous avions encore continué avec la SSR pendant des années, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait en tout cas pas autant de hockey à la télévision qu'aujourd'hui. Et je pense qu'à ce niveau-là, les clubs sont quand même gagnants. Voilà, Et messieurs. l'offre pour le téléspectateur a augmenté, clairement. Absolument. Maintenant, on va voir, évidemment, tout peut très vite changer, hein, malheureusement, avec ces acquisitions de droits qui ont aussi atteint des sommets inimaginables au niveau des tarifs. Voilà, messieurs, on va conclure et on va vraiment se lancer dans l'analyse de la finale parce qu'on a déjà un bon bout de l'émission qui est passé. Alors, on va vous écouter, Laurent Perroton. Bah alors déjà on va faire un petit rappel, hein, mais Bienne Genève et Genève Bienne, c'est 4 rencontres, c'est 3 victoires à 1 pour Genève, notamment un back-to-back fin janvier où Genève était allé gagner à Bienne en OT puis avait gagné le lendemain, et ce qui a fait la différence finalement avec l'avantage de la glace. On a beaucoup parlé de l'avantage de la glace, mais c'est pour ça que je fais ce petit rappel, parce que les deux équipes ont fini à 101 points. La dernière journée, Bienne était premier et a été gagné et a perdu 1 point en prolongation, en jouant les prolongations à Lugano, ce qui a permis à Lugano de se qualifier pour les pré-playoffs et ce qui a permis à Genève d'être premier finalement au classement, 101 points tous les deux. Mais moi, je voulais parler de quelques chiffres et puis après, je laisserai mes camarades commenter. Mais j'ai pris Genève en saison régulière sur l'efficacité scoring. C'est 11,81 et en playoff, c'est 8,02. Et si on compare avec Bienne, c'est 11,97 en saison régulière, donc c'était à peu près équivalent. Par contre, en playoff, c'est 13,65. Après, ce qui a beaucoup changé du côté de Bienne, c'est qu'en powerplay, on était à 22,15, on est passé en playoff à 28,12. Donc, c'est vraiment une grosse progression, alors que c'est la profonde différence avec Genève. On était à 28,14, on est passé à 16,67. On est descendu. Et là, ce qui a changé aussi, ce qui est fou, hein, ce qui est paradoxal, c'est que les deux équipes en box-play, Genève avait une saison moyenne et on se rappelle qu'il y avait eu pas mal d'interviews et Yorick Trey avait pris le lead sur le box-play. Ils étaient à 79,21 en saison régulière, ils sont passés à 807,10. Et pour moi, c'est l'une des forces et ce qui a permis à Genève de gagner en demi contre Zug, c'est leur box-play qui a été très très bon. Contrairement à Bienne qui avait un excellent box-play pendant la saison régulière qui était à 82,56 et qui est descendu à 76,92. Donc voilà un petit peu pour parler un petit peu des statistiques collectives. Les face-off, ça reste une progression du côté de Bienne, mais
toujours l'avantage à Genève, qui a toujours été très performant dans ce secteur de jeu. Après, à titre individuel, 91-32 en saison régulière pour Maillard, on est passé à 94-32. Donc là, 3% d'augmentation. Et Sateri, qui était à 92-27, qui était un excellent gardien du championnat régulier, passé à pratiquement 94%. Donc les gardiens, ça s'équivaut. Après, les statistiques individuelles, on y reviendra après. Mais c'était déjà pour lancer un petit peu le débat, parce que là, on voit qu'il y a des choses où on peut rentrer en matière, discuter. Alors, Pat Je Lefebvre. laisse la parole à mes camarades. Oui, Pat Lefebvre, vous avez entendu tous ces chiffres. Vous qui êtes un spécialiste des situations spéciales, qu'est-ce que ça enclenche comme réflexion chez vous? Oui, absolument. Écoute, c'est sûr que les situations spéciales sont importantes durant la saison, mais après ça, les playoffs, c'est une autre saison et on voit l'importance de toute façon dans ces situations-là. On a vu avec Genève et avec Ben, je pense, dernièrement, comme Laurent disait, pour les désavantages numériques de Ben, surtout dans les playoffs. Mais si on regarde comment ils ont joué contre Zurich, ils ont vraiment fait un job incroyable. Alors, c'est sûr que ça devrait être spécial de voir les deux avantages numériques et désavantages numériques des deux côtés. Christian Ponty? Oui, alors juste déjà pour revenir à ce que Laurent disait au début sur les 4 confrontations, il faut bien dire aussi qu'il y a une des confrontations qui s'est jouée pour Bienne avec 3 gros joueurs en moins. Ils avaient mis des juniors, c'était à la reprise. Donc ça fausse peut-être aussi par rapport aux confrontations directes. Après, sur les situations Oui, spéciales, c'était le 15 novembre. C'était le 15 c'était novembre, juste après c'était la 6 à Ryana 2 Cup. à Ouais, Genève. Ouais, voilà, exact. c'était exactement. Ce que je veux dire, c'est que sur ce match-là, Bienne ne pouvait pas défendre ses chances d'une manière équitable. Après, par rapport aux chiffres que tu as donnés sur les powerplays et sur les box, bon, déjà, pour moi, il y a 2 personnages dans chaque équipe qui sont en train de faire des playoffs incroyables, notamment en box-play. Bah, c'est Tanner du côté de Genève, qui est juste un joueur qui ressemble pas du tout à ce qu'il était pendant la saison régulière. Et puis ça change la donne parce que vraiment, il a été exceptionnel. Et puis, Rayala aussi de son côté, qui a été juste incroyable. C'est pour ça que je dis, il y a deux gars de chaque côté qui ont été incroyables. Puis par rapport à ces statistiques, il faut aussi voir une bonne chose, c'est que jusqu'à cette pause de l'équipe nationale, euh, euh, Genève était sur un nuage. Ils avaient des statistiques un peu comparables à Chaux de Fonds avec son pipi. Et après, ils sont retombés sur terre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont un deuxième souffle sur le powerplay, mais notamment aussi dû au retour à Vatanen et de Lecoultre du côté de Genève. Et puis, je dirais que Bienne, depuis le match contre Bienne, où ils ont repris la confiance, j'ai l'impression que maintenant, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu as des gardiens top des deux côtés en confiance. Tu as 2 powerplays qui sont top des deux côtés et tu as 2 boxplays qui sont vraiment top. Donc après, ça va être vraiment une vraie confrontation de style. Laurent? Bah, moi, moi, ce qui va m'intéresser ce soir, hein, je vais peut-être être un peu terre à terre, mais c'est le coaching et les oppositions de ligne. Genève a l'avantage du dernier changement, mais moi, j'aimerais savoir comment ça va se passer parce que d'un côté, tu as Phil Poula, sa ligne avec Miranda Winnick. De l'autre côté, tu as As Olofsson Offer. Est-ce que tu mets une ligne défensive face à ça? Ensuite, on verra si Praplan, il y aura eu de la magie ou pas. Il va revenir dans le line-up avec Richard et Pouliot, où on va mettre Bertadia. Mais de l'autre côté, tu as Rayala, Salinen, Kessler. Ensuite, c'est là où il va falloir trouver une solution. Pour moi, la solution pour Genève, il va falloir trouver une solution si les 3 sont en santé, Künzle, Kunti, Brunner, avec les 2 premières lignes très offensives. Non, mais avec les 2 premières lignes très offensives, qui fait que tu vas pouvoir faire jouer contre eux. Ça, c'est ma question. Et c'est pour ça que ce qui va m'intéresser, c'est le line-up. C'est-à-dire que je pense qu'un Rod peut être intéressant contre cette ligne à Kunti. Mais qui sait qu'on va mettre avec? Donc là, est-ce que ma question est la suivante. Est-ce qu'on va coacher en fonction de Bienne? C'est-à-dire que dans le line-up, on va se préparer pour jouer contre ces lignes-là? Ou est-ce qu'on va garder notre ligne de conduite en disant, nous, on est premier de la saison régulière, on est chez nous, on va jouer avec notre équipe et c'est Bienne qui va devoir s'adapter. Et moi, je pense qu'il y aura ce premier point d'ordre collectif, les oppositions, et la deuxième situation, ça va être la zone neutre. Comment on va faire pour que Bienne n'arrive pas avec de la vitesse en zone neutre et arrive à nous perforer malgré notre progression, nos défenseurs notamment de nos duos défensifs. Et ce que j'attends de voir ce soir, pour moi, c'est dès l'entame de match, voir un Genève agressif sur
Yakovenko sur Love, sur Grossman, Schneeberger, Forster, Radgeb, Delémont, la défensive, pour leur mettre vraiment des mises en échec et les empêcher d'avoir une première passe qui arrive dans la canne, pour éviter justement de reculer. C'est là-dessus où je veux. Donc, c'est les deux éléments. Je voudrais avoir votre sentiment sur les oppositions de ligue et comment on va faire du côté de Genève pour contrer la vitesse de Bienne. Messieurs, allez, Christian, pour Ouais, commenter, et bah, après on retrouve ouais, Pat. en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment une confrontation de style. C'est-à-dire que, en fait, la question de Laurent, c'est est-ce que Genève va faire ce qu'ils ont fait contre Zug? C'est-à-dire, en gros, les prendre à la gorge dans leur zone pour empêcher la première passe. Parce qu'effectivement, surtout cette deuxième ligne, mais les autres aussi, il y a beaucoup de vitesse dans le jeu. Et en fait, la question aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que est-ce que la défense de Bienne va être capable de répondre? Parce qu'ils sont très physiques. Et on va de nouveau voir si Artikainen va planter sa tente derrière le goal de Bienne. Et puis à ce niveau-là, bah, c'est là qu'on va voir les gros bonhommes du côté de Genève en défense. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que mis à part ceux qu'on a l'habitude de voir, il y a en plus des Radgate qui ont pris de la bouteille, etc. Et je pense que le défi physique va peut-être se jouer en défense côté Bienne. Et puis quand tu parlais de Noah Rod, est-ce qu'il va être utilisé dans une espèce de check-in line par rapport à la vitesse parce qu'il en a, ou bien alors ils vont jouer leur jeu offensif comme tu le disais au début, Laurent? Juste pour, je redonne la parole directement à Pat après, mais juste la différence entre Bienne et Zug, quand même, c'est physique. Parce que les Ouais, c'est défenseurs ça. de Bienne font une excellente saison à titre individuel, contrairement à Zug. Et surtout, moi, je les trouve beaucoup plus gros. Ouais, Love, c'est ça. Grossman, Schneeberger, Forster, Radgeb, c'est des gros bonhommes et C'est qui ça. peuvent, dans le défi physique, tu veux aller leur mettre des mises en échec et les bouger, mais tu risques de te faire bouger aussi parce qu'ils sont C'est vraiment ça. gros. Hein. C'est ça. Puis je pense qu'ils ont les moyens de contrer un Artikainen. Et typiquement, moi, j'avais marqué la défense physique côté Bienne et créatif côté Genève Servette. Et c'est vraiment, je parle de confrontation de style, c'est vraiment ça. Patrice, Ouais, moi, je crois vraiment qu'il faut que tu continues à aller la direction qu'est-ce qui t'a amené à la finale. Il ne faut pas vraiment trop changer ton style non plus. Il faut vraiment que l'autre équipe s'adapte à ton style, pas trop essayer de t'adapter à ton style parce que à l'autre style, pardon, parce que sinon, tu t'enlèves de ta route de conduite. Moi, ce que j'aime beaucoup de Bien, à part ce que mes collègues viennent de dire de la grosseur de défenseur, c'est que Bien joue vraiment un système défensif collectif qui est difficile à percer, surtout dans leur zone. Et moi, si je serais Bien, je mettrais beaucoup de pression sur Vatanen, c'est Tom Ernest pour les empêcher de faire leur jeu, leur donner trop de temps et d'espace pour justement faire leur passe avant et se joindre à l'offensive qu'ils ont. Pour contrer Artikainen, on ne peut pas aller poids contre poids. Il faut être plus intelligent et surtout être en sorte d'être sous sa canne pour pas qu'il y ait le dernier touch, comme on dit, à la dernière minute pour mettre les pucks au fond. Ça, c'est mon opinion. Ouais, puis, À vous entendre, excusez-moi messieurs, mais à vous entendre, j'ai l'impression que, donc ça, évidemment, enfin c'est pas une impression, ça sera sans doute le cas, c'est très serré entre les deux équipes, mais est-ce que la différence finalement ne se fera pas peut-être simplement, entre guillemets, dans l'équilibre des lignes, on va dire. L'équilibre des non, lignes. attends, attends, Premier attends, bloc, attends. deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc. Les situations spéciales. Mm. À Genève, les deux pipis sont très performants et Vatanen est en feu. Franchement, le pipi Mais de prenons Genève, le il jeu est à 5 vraiment contre constant. 5. Prenons Oui, le jeu à oui, 5 contre mais 5. tu peux C'est quand pas même la dissocier majorité ça. du temps. Ouais, ouais. Non, mais alors à 5 contre 5, bah, c'est clair que si tu veux empêcher Genève de jouer, déjà, un truc que Vatanen n'aime pas, Artikanen n'aime pas, c'est la vitesse. Et c'est pour ça qu'il aime bien poser sa tente derrière les goals, parce que le jeu de transition, c'est pas pour lui. Le jeu rapide en soi, dans les zones, c'est. Donc eux, ils ont tout intérêt à être dans le camp de Bien, être campé là-bas. Et c'est vraiment pour ça que le défi physique, il va être dans gagner des pucks, donner une transition. Et si Bien arrive à faire ça, bah, Genève va être en difficulté. Mais inversement, si Genève pose l'attente, bien, ils vont être vraiment très mal. Et en fait, c'est pour ça que je dis c'est une confrontation de style. Et puis, chacun va jouer avec ses atouts. Et c'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'il y en a, comme disait Laurent, qui va essayer de s'adapter ou bien de jouer en fonction de l'adversaire, ou bien les deux vont vouloir jouer leur jeu? L'avantage de la glace, ça va être intéressant aussi. Laurent? Moi, je voudrais répondre. Moi, je pense que Bienne, ça c'est mon sentiment, hein, on verra ça, mais je pense que Bienne va laisser la possession du puck à Genève. Laisser la possession du puck à Genève par rapport à leur bloc défensif et essayer de les laisser à l'extérieur et laisser faire des passes de temps en temps parce qu'ils peuvent être impatients, Genève, et ronronner par moment et leur laisser faire des passes dangereuses et puis les contrer.
Parce que le meilleur moyen pour contrer Genève, c'est ta vitesse. Mais Ben ouais. s'ils te filtrent bien en zone neutre, tu as moins de vitesse. Par contre, s'ils ont le contrôle sur des longues séquences et que là, tu arrives à récupérer le puck après 35 secondes et à Et que ça contrer part. avec ta vitesse, et que ça part, et c'est ce qu'ils ont fait quelquefois contre Zurich, ça les a mis en grande difficulté. Évidemment, il y a les situations spéciales, on y reviendra après, mais sur le jeu à 5 contre 5, moi je m'attends à voir ça. Donc je m'attends à voir, dès qu'on a la possibilité qu'il n'y a pas le plein contrôle du côté de Genève, mettre de la pression quand même pour essayer d'empêcher cette première passe. Mais dès que malheureusement on arrive à avoir cette première passe à Genève et qu'on arrive à s'installer en zone offensive, je pense qu'on va se regrouper du côté de Bienne, essayer d'attendre cette dernière passe, cette vilaine dernière passe, comme on dit, pour les contrer et leur faire mal. Ouais, un petit peu à l'image du jeu de Davos de contre des années Del Curto où ça filait dans l'autre sens, c'est très vertical. Et puis surtout, peut-être la chance de Bienne par rapport à un Zug, c'est comme ils ont des gros bonhommes, parce que finalement, Artikainen, sa force, c'est qu'il finit toujours à un moment devant le goal. Et en fait, tant que tu arrives à les garder extérieurs, ils ne seront pas dangereux. Mais c'est ça la force de Genève, c'est qu'eux, ils arrivent à cycler et finir devant le goal. Et c'est souvent le même schéma, c'est ça qui est incroyable. C'est que souvent Artikainen, il met ses baffes, mais il faut déjà que quelqu'un soit capable de le contrer. Juste quand il est devant le goal, il prend une place incroyable. Pour moi, un gars comme Forster, Ben moi, Berger, ce soir. Love Ouais, va lui poser des problèmes parce que je le trouve vraiment solide contre les gros joueurs de solide et Zurich, rapide. même des solides et comme même des Lamico, etc., qui ont l'habitude d'aller au défi physique. Il a été très très présent. Après, je reste persuadé que quand on regarde les line-up, si on prend juste les quatrièmes blocs des derniers matchs, avec les retours des blessés, ça pourrait être faire un Froidevaux, Ischier Tanner d'un côté et Rod Smirnov Antonietti. Donc, Ah, vous vous c'est rendez compte fort, hein. Oh. sur le quatrième bloc dans le profilage et l'intensité de ces joueurs-là, ça montre la qualité de cette finale. Et Alors, justement, parfois, puisque vous et parlez de parfois Pouliot joue sous le quatrième bloc. ouais. Puisque vous parlez de qualité de cette finale, j'ai lu dans plusieurs quotidiens que ce sera peut-être une des meilleures finales qualitativement qu'on a jamais vues en Suisse. Vous seriez assez de ce côté. En général, quand c'est très serré, ça aurait tendance à bloquer un peu le jeu. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment voir un énorme spectacle ou il faudrait être très patient? Moi, je pense que ça va être patient au départ. On va s'observer. Le premier match sera peut-être un match d'observation. Parce que, bah, évidemment, que là, on parle beaucoup du complexe roman, mais finalement, là, c'est deux équipes romandes et les deux équipes peuvent gagner par rapport à la saison régulière. Les deux équipes ont fait le même nombre de points. Donc, on est très, 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 très proches et très, très similaires dans les statistiques aussi. Ce qui fait qu'on a des joueurs en forme au bon moment. Donc, peut-être la peur de gagner ce premier point va aussi rendre un peu attentiste ce début de match. On verra. Et peut-être que ce premier match ne sera pas tant spectaculaire. Mais dès que la série va être lancée, et après les pronostics, moi je laisse ça aux journalistes. Excusez-moi Philippe, mais je suis incapable J'en de peux faire des plus. pronostics. Par contre, J'en peux plus. ce que j'espère, c'est que ça allait en 7. Ce Ouais. que Ouais, moi j'espère, c'est que aussi, ça, moi vraiment, aussi, moi aussi. que ça allait en Vous 7 et que voyez, ça soit vous, vraiment cette... une ouais. finale incroyable. Patrice, Mais comment vous la juste voyez, cette le... finale? Ouais, pardon. Ouais, moi, Non, je ben vais moi, juste... Oh, vas-y, Christian, allez-y, Christian. Non, non, mais je vais juste rajouter par rapport à ce que Laurent a dit. Moi, je pense que dans le fond, c'est deux équipes qui sont joueuses et c'est deux équipes qui ont des artistes. Ce qui veut dire que tôt ou tard, on devrait avoir du spectacle. C'est ça Ouais. que je voulais dire. Patrice. Ben moi, j'espère que les équipes vont continuer dans leur style. Je pense qu'il faut que tu ailles avec qu'est-ce qui t'a amené jusque-là. Et puis moi, personnellement, je crois qu'on va avoir une finale, droit à une finale exceptionnelle et divertissante, pardon. Peut-être, oui, il va y avoir un premier 10 minutes, 20 minutes de regarder Observation. qu'est-ce qu'il fait d'observation, mais je pense qu'après, je pense qu'il faut que tu ailles avec qu'est-ce qui t'a amené. Alors, quand tu vas à la fin avec ta course, est-ce que tu vas avec ton cheval qui t'a amené là ou tu vas te dire, ah, je vais prendre l'autre parce qu'il y a plus de ci, plus de ça. Alors, personnellement, je pense qu'il faut aller avec qu'est-ce qui t'a amené à la finale et peut-être premier tiers d'observation, mais après, je pense que ça va être, j'espère que ça va être des feux d'artifice pour ces deux équipes-là. Question? Ouais, moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que si on regarde dans les deux équipes, d'un côté, tu as beaucoup d'expérience de gens qui ont fait des titres de champion suisse, et de l'autre côté, tu as des gens qui ont fait des titres mondiaux, olympiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des deux côtés, tu as de l'expérience à des niveaux différents, mais en tout cas, c'est des gens qui connaissent et qui savent comment gagner. Alors, c'est pour ça que je pense que tout ça, si on regarde à tous les postes, que ce soit en défense, en attaque, les gardiens, tout s'équilibre.
Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Laurent. Moi, j'aimerais vraiment que ça aille en 7. Ce serait juste incroyable. Oui, Laurent. Juste pour ajouter, par rapport on a parlé des qualités individuelles des artistes des équipes. Hein. On se rappelle qu'en saison régulière, il y avait quand même, on estime qu'un bon joueur de National League dans la saison régulière, quand tu es au-dessus de 0,50 points par match, c'est que tu fais une très bonne saison. Et il y a quand même du côté de Bienne, il y avait 11 joueurs, ce qui est prodigieux. Hein. Et du côté de Genève, il y en avait 9. Et quand arrivent les séries finales, notamment les grosses équipes comme Zug ou Zurich, qui avaient des gros contingents. Il y en avait 3-4 qui étaient au-dessus de 0,50 et puis les autres, c'était bien en dessous. Là, du côté de Bienne, on est à 8 et du côté de Genève, on est à 7. 7 joueurs au-dessus de 0,50 en playoff, c'est tout simplement exceptionnel. Donc, tous ces paramètres-là, les powerplay, les statistiques, le scoring, l'efficacité scoring, etc., amènent à dire qu'on va avoir des goals, on espère. La problématique, les gardiens. Les deux gardiens qui sont exceptionnels et en très grande forme à ce moment-là, en ce moment. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. Alors, vous me tendez la perche, justement, j'allais vous dire, là, vous me parlez de collectif et maintenant, vous me parlez des deux gardiens. Alors, on va laisser les deux gardiens de côté en partant du principe qu'on part plus ou moins sur un match nul pour le moment. Mais si, dans chaque équipe, il fallait porter une attention particulière sur un joueur pour essayer de le faire sortir du match, quel est le Genevois qu'il faudrait faire sortir du match? Quel est le Biennois qu'il faudrait faire sortir du match? Christian Ponty. Bon, alors, moi, c'est presque une tradition au playoff. On a systématiquement cherché à sortir Tom Ernest du match, mais c'est aussi parce que c'est souvent celui qui a le plus gros temps de jeu. C'est pas pour rien, parce que c'est quand même la tour. Mais après, le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça, et notamment à cause du fait qu'il y a maintenant 6 étrangers. Je pense que Vatanen, Tom Ernest, Artikainen, enfin, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'en guillemets, s'il devait manquer une tour de contrôle comme Tom Ernest, je pense que Genève pourrait être vraiment embêté. Puis de l'autre côté, ben moi j'ai envie de dire un peu Rayala parce qu'il a été décisif sur les derniers matchs, mais ça peut être d'autres, hein, franchement. Et puis surtout, on n'a pas dit un truc parce qu'on a parlé de tous les paramètres, mais il y a encore un autre paramètre, c'est les blessures. Et il ne faut pas oublier que c'est très rare que la ligne Kunti, Kunsley, Brunner ait fait une série sans qu'il y ait un de ces trois qui est blessé. Alors, ok, il y a Ishier qui est tout le temps un super remplaçant, mais il ne faudrait pas. Et de l'autre côté, on a toujours Praplan où on ne sait pas. Et puis, tu as quand même, il ne faut pas l'oublier, le miracle, le Coultre, parce que, je veux dire, ça, c'est juste une plus-value incroyable. Parce que le Coultre, c'est un gars qui ne devait pas être là. Alors, non seulement il est là, mais en plus, il est excellent. Donc, ça, ce n'était pas prévu. Mais en tout cas, les blessures peuvent avoir une importance. Mais ce qu'il faut aussi dire, que ce soit dans toutes les séries qu'on a jusqu'à présent, il n'y a pas eu un très gros jeu physique de playoff typique où tu cherches à blesser l'adversaire. Finalement, la seule équipe qui a essayé de jouer un peu dur à un moment donné, c'est Berne sur le 2 ou 3e match qu'on vienne. Mais autrement, on a vu du playoff vraiment de gentleman. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pat, mais c'est vrai que du coup, ça peut jouer aussi un rôle. Puis, le problème, c'est que je ne vois pas des joueurs, en guillemets, méchants qui aura envie de blesser en mission pour blesser un gros joueur, comme il y avait eu Abdelkader à un moment donné avec la Barça. Allez, Ouais, c'est dommage, mais Peloton. Et après, on écoutera Pat. Juste, bah, moi, il y a la pression sur certains joueurs qui sont majeurs. Du côté de Bienne, évidemment, sur Yakovenko, qu'on ne parle pas beaucoup, hein, mais qui est tout simplement exceptionnel dans sa sobriété et notamment dans son efficacité finalement. Et puis, As, Kunti et Rayala, qui sont des maîtres à jouer sur chaque bloc, qui pourraient s'agacer. On sait que As, on l'a vu un peu sortir de ses gonds, même s'il est capitaine, on l'a vu sur les séries. Rayala et Kunti, c'est des joueurs sur lesquels il faut jouer dur. Et de l'autre côté, on a évidemment Vatanen à canaliser. Je dirais que c'est un peu la même chose que Yakovenko. Morer, qu'on peut vite sortir du jeu si on l'énerve. Winnick, Richard et Omar, c'est des joueurs qui sont émotifs et peut-être qu'on va essayer de les chatouiller un petit peu. Ouais, en Ouais, fait, Richard côté Genève, c'est vrai. ouais. C'est vrai, Patrice Lefebvre, on peut dire, il y a tellement de talents individuels dans les deux équipes que finalement, à l'époque, on pouvait se contenter d'essayer de contrer un ou deux joueurs et ça pouvait marcher. Là, ça devient impossible, quoi. ouais, ça devient compliqué si on se concentre seulement sur un, mais s'il faudrait faire quelque chose pour, disons, sortir des joueurs, mais il faut aller avec les deux côtés des deux défenseurs. Avec Vatanen et Termenes, Love, Kovenko, tout part de derrière. Alors,
S'il faut sortir, il faut sortir un de ces deux-là de chaque côté. Puis, moi, je pense que tout commence de là. Ouais. C'est vrai que Et, le danger, finalement, vient de l'arrière, ouais, avec ces Exact. équipes-là. peut-être aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est l'âge de certains joueurs. Donc, d'un côté, Phil Poula-Winnick, qui ont 39 ans, et de l'autre côté, comment il s'appelle en défense, Forster. Forster aussi. Mais Forster, ça fait, je pense, 10 matchs qu'on ne parle plus de son âge parce qu'il est juste incroyable. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne peut pas être rattrapé parce qu'évidemment, ben, on joue tous les 2 jours. Et tout va dépendre de la. Alors, typiquement, la vitesse de Bienne, pour un Filppula, au bout d'un moment, comment il va réagir, Vini, comment il va réagir. Et la même chose de l'autre côté avec Forster. Hein. Donc, mais ça, le facteur récupération, à un moment donné, moi j'ai trouvé que spécialement Filppula, sur la série contre Lugano, il a eu un petit down et il remonte gentiment. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, spécialement de jeux de situation spéciale, ils sont toujours très précieux, ces gars. Et, même si enfin, ça skate moins, mais ils ont un tel hockey sense et puis ils ont un sens du jeu, ils se trouvent tellement bien entre eux que finalement, même à un moment donné, on a dit toute la saison qu'Artikanen, il était un petit peu avec l'embonpoint, mais ça n'empêche pas d'être exceptionnel. Donc. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on s'en va au-devant d'une finale qui paraît équilibrée, qui se jouera encore une fois. On enfonce des portes ouvertes hein, sur de petits détails, comme on dit, mais en tout cas, sans doute que l'on verra du beau spectacle. Messieurs, il nous reste relativement peu de temps. Est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 petites choses que vous auriez aimé évoquer? Laurent Oui, Perroton, votre je voulais, spécialité. je voulais, non, mais je voulais revenir sur Simon Knack. Vous savez que j'aime beaucoup ce Mhm. joueur. Ce contrat avec Davos, le joueur zurichois de 21 ans va rejoindre pour la fin de saison les Amirals de Milwaukee en AHL pour terminer la saison régulière et les playoffs. Je trouve que c'est une très, très bonne idée parce que c'est un joueur qui est en développement et j'espère un jour le voir, un joueur cadre dans l'équipe de Suisse. Ensuite, parler un petit peu du mondial féminin où évidemment, on en a déjà parlé, mais les USA vont jouer la République tchèque samedi à 18h et le Canada contre la Suisse. On espère exploit samedi à 22h. Pour rappel, la Hongrie et la France ont été relégués. Les matchs de classement, c'est Finlande, Allemagne et Japon-Suède pour être complètement complet. Et puis finir, pour vous faire plaisir, mon cher Philippe, On va parler avec de la finale de Grenoble. la Ligue Magnus. Ben ben La voilà. finale de la Ligue Alors, Magnus. Rouen sera Alors, peut-être champion. Grenoble qui a gagné le match 8-2, Grenoble qui a gagné le deuxième match 2-0, et puis là, mon Philippe qui s'est emballé. Puis Voilà. Et puis, ça fait finalement, 3 victoires de Rouen. non, finalement, il y a eu un trou dans la glace. Il y a eu un trou dans la glace, match annulé qui a été reporté au lendemain où Rouen a gagné en OT 5-4. Rouen a gagné le match 4-5 contre Grenoble à la maison et a été gagné, j'ai regardé le match mercredi 3-2 à Grenoble. Et ce soir, acte 6 à Rouen, en cas de victoire de Rouen, Rouen champion. Et Monsieur Ducaro a perdu son pronostic. En fait, j'avais pas prévu le trou dans la glace. Mais c'est vrai que on pourrait considérer que c'est quand même. Bon, on sait que ce sont les 2 gros clubs actuellement de la Ligue Magnus, mais c'est vrai que Grenoble était le favori logique quand même de cette finale. Comme quoi, même si on se Ah donne oui, les oui, moyens, oui, même si on a tout le à plus fait. gros quart de l'histoire du championnat de la Ligue Magnus, même si on a les meilleurs, théoriquement des meilleurs gardiens, en tout cas le mieux payé, etc., on n'est pas assuré, même en France, excusez-moi Laurent, de pouvoir Oui, dominer. oui, tout à fait. Tout Mais à fait. Laurent, Philippe, c'est là qu'on voit que Laurent a le bras très long parce qu'il a envoyé un gars faire un trou dans la glace. Ça, c'est un Ça, truc que c'est un c'est un truc que j'aurais arriviste, pu Laurent. faire. C'est un truc que j'aurais pu faire. C'est un truc que j'aurais pu faire. Et dernière chose, un petit point sur Ajoie, puisqu'on en a beaucoup parlé. Donc, Wolf, Tiacho, Pantenot, qui sont signés. Et puis, Thomas Thierry, Bastien Pouilly, Valentin Pillet, fait Brennan, Birbaum, contrat en cours. Et surtout, on avait oublié de préciser Yannick Fischer qui arrive, mais surtout Joël Scheidegger qui avait Ah fait oui. le début de saison avec Fribourg. Et Fribourg, pour finir à l'attaque, Garessus, Schmutz, Romanenghi, Maca, Kohler, Hubert, Hazen, Frossard, DeVos, Boson et Asselin, contrat en cours. Et puis, ils ont annoncé aujourd'hui que finalement, Bakos et Gauthier-Leduc n'étaient pas conservés. Ce n'est pas une surprise. Et on attend la re-signature de Gauthier. Donc, Romaninghi. j'ai pu. Ils n'en parlent pas du tout. Ils en parlent pas du tout. Le seul interview qu'il a eu, il était en fin de contrat. Le seul interview qu'a donné le directeur sportif Julien Vauclair, c'est qu'il a annoncé qu'il
aimerait avoir l'arrivée de 2 défenseurs et de 3 attaquants, donc avoir un effectif de 5 blocs. Donc voilà ce qui va être un peu recherché, un étranger, et puis je pense un autre attaquant en Suisse, et puis un défenseur étranger et un défenseur suisse. Voilà un petit peu ce qui risque d'arriver du Dommage, côté d'Ajoie. dommage que Huguenin ait signé à Chaux-de-Fonds parce qu'il aurait fait du bien. Ouais. Il aurait été Tant mieux pour la intéressant. Chaux-de-Fonds. Tant mieux pour la Ouais, Chaux-de-Fonds. c'est ça, c'est ça. Je vais profiter quand même de la présence de Patrice Lefebvre parce qu'on l'a déjà évoqué, le phénomène des étrangers à Ajoie, où, encore une fois, je le répète, je n'ai rien contre Gauthier, mais comme vous venez de le dire, Laurent Perroton, il semblerait que Gauthier re-signe, ce qui veut dire que finalement, du côté d'Ajoie, Patrice Lefebvre, eh ben, Julien Vauclair va se priver de la possibilité d'avoir un contingent étranger nettement supérieur à celui de cette année, parce que c'était correct, mais ce n'était pas non plus, comme je le disais, du niveau interplanétaire. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 5 étrangers qui étaient déjà dans les rangs d'Ajoie. En vue de la saison prochaine, il y aura donc un nouvel import plus fort, Deux. ou même Ils 2 vont- ils apports veulent- plus forts. Est-ce que ils- ça ils va ont- ils ont- suffire, ils ont- Patrice ils ont- Lefebvre? ils vont partir à 7 étrangers. Ouais, mais est-ce que ça va Ouais, écoutez, suffire? c'est sûr que mais si on regarde les statistiques de Davos et d'Ezun, bon, malheureusement, on connaît son histoire, mais quand même, quand il est revenu après un an de ne pas avoir joué, désolé que j'ai un petit parti pris pour lui, mais à part ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait sur la glace. Je pense qu'il a fait une année quand même exceptionnelle après avoir perdu une saison complète de hockey. Davos a eu beaucoup de critiques à la fin. Il a joué avec une hernie discale dans son dos, mais il est quand même terminé dans les 10 meilleurs compteurs. Il faut aussi regarder l'ensemble de l'équipe. Oui, il faut regarder les étrangers, comment ils sont, classe mondiale, etc., etc. Mais il faut regarder avec qui aussi ils sont entourés. La différence, je l'ai toujours dit, c'est pas toujours les étrangers qui font la différence, c'est les joueurs suisses et avec qui tu joues. Ça, c'est très important. Et c'est pas à sous-évaluer. Il faut regarder ça. Alors, oui, les étrangers, mais à un moment donné, maintenant, le hockey est rendu tellement différent. Les Suisses ont une qualité supérieure maintenant. C'est eux qui font la différence. Ouais. Et je voudrais rajouter Laurent Perroton, réaction. je voudrais rajouter ce que dit Pat. Il peut vraiment en parler, mais lui, quand il a été étranger en Ligue B avec Bélanger, ils étaient 2 étrangers et la pression était immense. Et souvent, le 3e joueur était essentiel au trio, évidemment, derrière avec les joueurs avec lesquels tu jouais. Mais le complément était essentiel pour arriver à performer. Et si tu n'avais pas le bon complément, d'une année sur l'autre, tu peux avoir des statistiques qui diminuaient de moitié. Ouais. Moi, j'avais juste un truc à rajouter par rapport aux étrangers. Pour moi, une équipe qui a fait un sans faute cette année, c'était Cloton avec ça. Et on parlait l'autre jour d'un gars comme Klingberg. Eh ben, typiquement, Klingberg, je le verrais bien finir à Cloton. Déjà aussi parce qu'il y a un gars comme Rintanen qui est derrière aussi. Et lui, ben, c'est un gars que je verrais bien dans une équipe comme Cloton. C'est dans une ville, il y a une culture nordique. Et lui, typiquement, moi, si j'étais manager du côté de Cloton, je ne sais pas combien il coûte, mais je m'intéresserais à un Klingberg à Cloton. Eh bien, messieurs, on va s'intéresser à cette finale. C'est notre principale préoccupation maintenant pour les prochains jours. Et puis, on reviendra dans une émission également sur les possibilités de transfert, sur l'équilibre des lignes de chaque équipe. Ça, on le fera prochainement. Mais c'est vrai que maintenant, à partir de ce soir, on se concentre sur la finale de la National League. Donc, premier match ce soir entre Genève Servette et Bienne. On espère voir du grand spectacle. Notre prochain rendez-vous avec le premier bloc, eh bien, ça sera donc lundi sur le coup de 18h, où nous pourrons déjà un petit peu évoquer les grandes tendances de cette finale. Ça sera même avec Joe Schliemann. Et il y aura, Laurent? Non, mais il y aura déjà 2 matchs de jouer. Oui, il y aura déjà 2 matchs, donc on aura effectivement on sera déjà bien embarqué. Ouais. Et donc, nous aurons avec nous Joe et Schliemann. Voilà, messieurs, merci beaucoup d'avoir encore une fois participé à cette émission. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez nous retrouver également sur Planet Hockey Center, c'est sur la chaîne YouTube. Il y a rediffusion également à 20h sur la chaîne Planet Hockey, la radio. Et puis, même s'il ne reste plus qu'un seul match au programme et que si vous n'avez pas de billet aujourd'hui, ça va être très compliqué d'aller du côté d'Evernay. Mais n'oubliez pas quand même que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux et c'est bien aussi sur les Mains Bleues. Voilà, exactement. On regardera aussi sur les Mains Bleues pour ceux qui ont la possibilité de le faire, mais seulement en desk.
comme certains qui doivent faire vivre un site internet, n'est-ce pas, messieurs? Bande de venards. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous suivrez ça depuis plus loin, depuis un petit peu plus loin. Milan, c'est pas mal, Milan, hein. Vous avez la Ouais, possibilité? Ouais, non, non. ouais, bah, il faut regarder le site internet et vous saurez tout. Merci encore une fois à Patrice Lefebvre. Merci à Christian Ponty. Merci à Laurent Perroton. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente finale. Et on se retrouve lundi 18h. Bye bye. Ah oui, Et vive la oui. finale Et vive du la hockey finale du roman. hockey roman. Merci et à bientôt. Bye bye.